Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Nous étions en première samedi le 20 juillet 2024 pour ce Vidéolandia numéro 29. Oui, il attrape la balle au bon. Ah, le bon petit chien. Ici, des extraterrestres nous traitaient comme nous traitons nos animaux. Pas seulement nos animaux domestiques, mais aussi ceux de laboratoire, ceux qu'on utilise pour manger. Il y a dans le club créé un document d'archives avec Michel Morin, un astrologue, voyant, médium. Dans la deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'entendre de longs extraits de ce qu'on retrouve dans le club créé du mois de juillet. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant toutes les nuits qui suivent la diffusion du en direct du samedi soir au Vidéolandia. Il y a des éléments qu'il ajoute par mon intermédiaire. Le chien, c'est surtout pour les hommes, alors que les chats, c'est plus pour les femmes. Voilà, sujet de discussion et de débat, hein, sûrement. Dieu nous avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, avec un H majuscule, j'imagine. Alors oui, on peut avoir des bons compagnons qui nous aident à gérer notre stress bien souvent. Alors oui, dans les fleurs, beaucoup de gens portent attention aux fleurs. Maintenant, les animaux, eux, ont-ils leur place dans leur vie? The dark side of what? Wow. Star Wars. Yeah, that's where it comes from. Oh, The name. Oh wow! The dark side of the moon. Darth Vader. Dark side of the moon too, yeah. Yes. There's that. Des roses trémières. Geneviève aimerait bien en avoir ici autour de notre maison. Si on a un terrain ensoleillé à un moment donné, moi j'aimerais ça. Mais c'est un bond en arrière pour moi parce que lorsque j'étais jeune à la campagne, il y avait plein de roses trémières. Et tant qu'à parler de voyage dans le passé, je vous invite à regarder une émission d'archives d'ésotérisme expérimental qui remonte à 1989. Les sujets sont toujours d'actualité. Vous voyez l'horaire à la télévision de la Rive-Sud au Canal 9. Ésotérisme expérimental était diffusé 2 et 3 fois par jour. On retrouve ici l'original intégral de cette émission qui avait comme vedette nul autre que M. Jacques Godin, excellent acteur. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue tout le monde à cette émission d'ésotérisme expérimental. Bonjour Nicole. Bonjour Richard. Et ça va être une émission aussi explosive que celle de la semaine dernière qui s'en vient pour aujourd'hui. Oui, avec de très bons invités aussi. Oui. Jacques Godin. Qui ne connaît pas Jacques Godin? Vous souvenez-vous, le des souris et des hommes, là? Georges. Ben oui, ben Le Jacques. malheureux. Oui, ben Jacques Godin, il se fait le défenseur des animaux qu'on utilise en laboratoire pour faire des recherches sur certains produits médicaux. Oui, qu'on maltraite. Oui, on charcute. En tout cas, on va voir quelques images. Une image vaut 1000 mots. Je dirais qu'une image, dans le cas présent, vaut 1000 mots. Mots MAUX. Oui. Avec ce qu'on va voir. Et aussi, on aura autour de la table ronde Paul Gravel qui subit présentement un procès par le Collège des médecins pour avoir osé dire qu'il pouvait traiter des gens par une énergie éthérique à l'aide des couleurs. Nous aurons la présence de Robert Domingue, qui lui a étudié et donne maintenant des cours concernant les fameuses 12 sels minéraux. C'est ça, de base, que tout être humain doit avoir. Mais alors, des sels minéraux, c'est de la chimie, puis on parle tout le temps de la biologie. Alors, on va voir un peu le complément, si on veut, à la biologie pour aller avec la chimie dans l'être humain. Et Janine Jean va nous apprendre une très grande nouvelle. Concernant les produits de Dr Bontemps. Oui, alors ça promet. Maintenant, juste avant qu'on retrouve ces invités sur cette table ronde, j'aimerais vous parler du chiard de Richard. Le chiard de Richard. Je me lâche une fois par année. C'est ça. Ouais. À la fin de l'année, là, j'accumule pendant un an. Là, je ne peux pas tellement me lâcher ça, ni même si on est sur la télévision, l'autre télévision, comme je disais la Il y a des choses qui se disent. Qui se disent devant un public qu'on voit réagir, puis qui peut peut-être m'envoyer des tomates ou qu'on peut ou même répondre ou répliquer dans la salle. Ça se donnera à Québec et à Montréal. Il s'agit de parler cette année du Messie. Messie. Oui, le Messie. Messie, ça arrivait. Messie? Mais oui, ça va arriver. Est-ce que c'est Messie
Point de suspension, ou est-ce que c'est Messie? Ben oui. Le Messie, c'est un être qui doit venir sur la terre et qui dominera à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux. Tout ce que je peux vous dire pour vous mettre sur une piste en particulier, puis on en reparlera d'ici les jours de cette présentation à Montréal et à Québec, dans la fin de semaine de la fête du dollar ou du travail, selon ce qu'on veut. La fête de la reine, c'est-à-dire, ou du dollar. Bien, c'est, entre autres, vous souvenez-vous, à la naissance de Jésus, des rois mages sont venus pour adorer qui? Ou pour rendre hommage à qui? Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. C'est ce qu'ils ont dit à Hérode. Oui. Alors, ils ne venaient pas rencontrer un preacher là, qui descendait du ciel puis qui était pour lancer une nouvelle religion. Pas du tout. Ils venaient pour rendre hommage au roi des Juifs. Un roi qui était de descendance de la maison de David. C'est ce qu'on dit dans la généalogie de Jésus. David qui était le roi David. L'étoile de David qui est le symbole qu'on trouve même sur le drapeau d'Israël. Alors Jésus n'était pas juste un prétendant spirituel, il était aussi un prétendant physique. C'est pour ça que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Parce que le Messie doit représenter à la fois un chef politique et un chef religieux, spirituel. C'est juste un exemple. Puis sachez bien que lorsqu'il a été crucifié, Jésus, on a mis sur le sommet de sa croix une inscription qui disait encore une fois... Le roi des Juifs. C'est ça, Jésus, roi des Juifs. Parce qu'il était... le prétendant au trône physique, avec une couronne matérielle. Mais le roi matérielle. David, le savais-tu ça? Ben oui, c'est justement ce que ça venait de la maison de David. Et on attend toujours le Messie chez les Juifs. On attend qu'il arrive, celui-là, mais il va arriver. Il va arriver, et c'est toute une histoire qui entoure tout ça, parce que les royautés, vous les voyez, ils ont toutes été décapités les unes après les autres. Même le prétendant au roi au trône de France s'est fait couper la tête dans un accident de ski. Il a passé sur un fil qui tenait ça un fait pylône. partie de la lignée des coupages de tête. Hein? Oui, tu as eu le roi des rois, Haïlè Sélassié qui est en Éthiopie qui a perdu la tête, le Shah d'Iran a perdu la tête. Tous les rois perdent la tête les uns après les autres. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. On décapite tous les rois parce qu'il y en a un qui va être nommé roi de tous les peuples de la terre. Et c'est celui qu'on appelle le Messie. Et on prépare le terrain. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont rebondir dans cette rencontre qu'on appellera le Messie-Messie. Je laisse le soin à Nicole de nous donner les dates et les adresses de ces deux conférences qui auront lieu à la fois à Québec, le vendredi, et à Montréal, le lundi, de la fête de dollars, pour la fête de la reine. Et je retrouve, moi, tout de suite, les invités pour la table ronde. C'est ça. À Québec, c'est le vendredi, le 19 mai à 20h. Je sollicite votre indulgence quant à la qualité technique de ce vidéo d'archives de 1989, mais le contenu des débats autour de cette table ronde avec plusieurs invités valent vraiment l'écoute, car on dirait que c'est encore tellement d'actualité ce qu'on disait en 1989. Il y a plus de 25 ans, vous savez. C'est dire que le monde avance pas vite. Et pour nos jeunes, ben, ça leur donne une idée de ce qu'avaient l'air les fameuses émissions de Richard Glenn d'ésotérisme expérimental qui sont là maintenant dans la 48e année et demie. Bientôt 50 ans. Bonne émission. Nous sommes déjà en grande discussion ici autour de la table parce que, bien sûr, le sujet est très explosif. Cette semaine, nous allons essayer de découvrir qui contrôle la maladie. Qui désire la maladie? Entre vous et moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a personne qui veut être malade et qui veut endurer et perpétuer une maladie. Par contre, si vous aviez des intérêts dans une multinationale pharmaceutique, si vous vendiez la pilule qui pourrait guérir du monde, ou si votre salaire était établi par la quantité de lits occupés dans un hôpital, peut-être que vous aimeriez que la maladie se propage et demeure. Alors, autour de la table aujourd'hui, on va aborder le sujet par différents aspects. Vous allez bien sûr reconnaître un invité très, très connu à l'écran, Jacques Godin. Bonjour. Bonjour. Et avec Jacques Godin, nous allons surtout parler... des animaux de laboratoire. La fraude de la vivisection, nous avons une marche le 29 avril. On part en face de l'université McGill à 12h30 et on descend, on passe sur Sherbrooke et on descend la rue Saint-Denis. Et ça se termine vers 1h30 à peu près pour protester contre les traitements infligés inutilement et qui apportent de graves dangers pour l'être humain. Les traitements, les expériences faites dans les laboratoires sur les animaux. Car on utilise beaucoup les animaux en laboratoire pour vérifier si les traitements, les médicaments auraient des effets sur des maladies qui seraient applicables à des humains.
On utilise les animaux en laboratoire pour des expériences, pour découvrir des maladies. On les utilise au point de vue de toxicité, par exemple, que ce soit pour les médicaments, les produits ménagers, les produits de beauté. Pour tout ça, on utilise constamment des animaux. On les utilise pour provoquer des maladies qui ressemblent à des maladies humaines et qui ne sont pas des maladies humaines. On provoque des symptômes et on essaie de guérir ces symptômes-là. Enfin, on sert des animaux constamment en laboratoire et des expériences vraiment effrayantes. Si on regarde, par exemple, pour les maladies du cœur et le cancer, ça fait 50 ou 100 ans qu'on fait des expériences pour essayer de trouver ces maladies. Ces maladies sont en augmentation. Les maladies du cœur, c'est la maladie qui tue le plus de gens actuellement. Le cancer aussi. Le cancer, en l'an 2000, on dit qu'il va y avoir 1 Canadien sur 3 qui va mourir du cancer. Alors, à quoi ça sert toutes ces expériences? On ne peut pas provoquer des cancers chez les animaux pour étudier ces mêmes cancers qui se développent lentement et spontanément chez les êtres humains et les provoquer d'une façon violente chez les animaux. Ça donne absolument complètement différent. Il y a des scientifiques qui l'ont déclaré, qui ont dit on arrête de travailler avec les animaux, ça ne nous donne absolument rien. Alors, ils ont arrêté de travailler avec les animaux. Le gouvernement, on dit on vous donne plus d'octroi, vous n'avez plus de subventions, débrouillez-vous tout seul. Et ça arrive très souvent comme ça. On veut absolument que les gens travaillent avec les animaux. On reviendra bien sûr sur ce dossier au cours de cette émission. Je vous présente très rapidement les invités qui sont autour de la table. Il y a aussi Janine Jean, bonjour. Bonjour. Et Janine, de votre côté, vous allez peut-être nous donner la solution au problème des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il y a des produits naturels pour remplacer presque dans tous les cas les fameux produits pharmaceutiques qui sont chimiques. Bon, il y a les produits naturels, il y a la nutrition d'abord. Quand monsieur disait tout à l'heure que pour les animaux, on fait des expériences, mais les animaux ne sont pas nourris comme nous sommes nourris. Et en fait, une grande partie des maladies proviennent à ce moment-là d'un déséquilibre nutritionnel et surtout qui permet au système immunitaire d'être déficient, ou plutôt ça empêche le système immunitaire d'être fort. Et c'est ça qui crée beaucoup de maladies. Donc, ça commence par la nutrition. Mais quand quelqu'un a une maladie, un problème, est-ce que vous avez des palliatifs à tous les produits chimiques? On remplace par des produits dits naturels. Il y a beaucoup de produits chimiques qui ne sont pas dits naturels, mais qui sont naturels et qui, justement, sont des palliatifs. Bon. On reviendra aussi sur ce dossier, Janine, et aussi comme invité, Robert Domingue. Bonjour, Robert. Bonjour. Robert Domingue, bien alors là, c'est très curieux parce qu'on parle souvent de produits biologiques versus produits chimiques. Et vous avez élaboré des études sur les fameux sels minéraux, les 12 sels biochimiques. C'est ça. Mais là, c'est de la chimie. Alors, on revient à la charge avec la chimie pour sauver la bio. On expliquera ça. On va expliquer ça. Mais quand même, donnez-nous un aspect, un petit air d'envoi. Ben, d'après moi, ça provient de quoi? Les sels biochimiques, on les a retrouvés au niveau de la cellule. Donc, on les assimile. C'est un composé chimique que la plante avait ou que les animaux avaient. Mais moi, j'ai l'impression que même si c'est au départ chimique, le fait que ce soit homéopathique, à faible dilution, il y a une valeur énergétique qui est imprégnée. Ça serait proche de toute la théorie de l'homéopathie comme telle. Oui. Vous n'êtes pas homéopathe comme tel, là. Non, non. Vous êtes plutôt, je dirais, chercheur. C'est ça. Et puis vous avez quand même réussi à élaborer toute une étude sur le sujet à partir de la fameuse étoile de David. Oui, oui. Parce qu'il y a combien de sels biochimiques dans un être humain? 12. Oui. Comme il y a 12 mois dans l'année. Donc, 12 heures dans le jour, 12 heures dans la nuit. Il faudrait demander à celui qui les a faites. Oui, c'est ça. Mais nous, on a découvert l'importance de 12 sels biochimiques. Comment est-ce qu'on a analysé les ondes? On a analysé c'est le docteur Schussler qui a découvert ça, un médecin allemand. Oui, de quelle façon? À la fin du 19e siècle. Par quel procédé? Dites-moi pas que c'est en utilisant des animaux de laboratoire. J'espère que non. Non, il a trouvé qu'on les avait dans tout ce qui avait une structure vitale. Oui. Tu retrouvais ces 12 sels-là comme constituants essentiels de la cellule. On me dit que lorsqu'on prendrait un être humain ou peut-être un animal, on le brûle là, après la mort. Souhaitons que ça se fasse après la mort, pas comme dans le cas des animaux. Et on retrouve les cendres et on analyse les cendres chimiquement. On retrouve très exactement les fameux 12 sels. Ni un de plus, ni un de moins. Bon, ben là, je ne vais pas jusque-là. Les 12 sels, c'est 12 sels constituants de la cellule, 12 sels essentiels, mais tu as d'autres minéraux dans le corps à part les 12 sels. Oui. Ben oui. C'est pas... Bien sûr, hein? Janine a dit bien sûr. Mais pourquoi ces 12?
Sel. Ce sont les sels essentiels et dont on a absolument besoin pour que l'énergie se fasse, comme dit monsieur, dans le corps, avec les autres, avec les vitamines, avec les minéraux, les oligo-éléments, puisqu'on parle beaucoup d'oligo-éléments à l'heure actuelle et on se rend compte qu'ils sont absolument indispensables. Bon, ça devient très, très élaboré et très spécialisé dans notre discours. J'ai aussi à vous présenter une victime du Collège des médecins. Il fallait bien s'y attendre. Hein? Il n'y a pas seulement le pauvre gynécologue de l'hôpital Boucher sur la rive sud de Montréal qui s'est fait prendre, mettre sur la tablette parce qu'il avait demandé à une sage-femme de l'aider à faire un accouchement pour répondre au désir même, d'ailleurs, de la dame. Mais alors là, il s'agit de quelqu'un qui est en médecine parallèle. Il ne faudrait pas dire médecine parallèle. Bonjour, Richard. Oui. Il faudrait dire éducateur en chromothérapie. Mais avant de parler de cette science-là, je vais faire un point sur la manipulation qui se passe au niveau de la santé, la manière qu'on traite l'homme face à la santé, et je suis effectivement bien placé pour en parler. Alors, d'un côté, avec Jacques Godin, on va entendre parler des animaux qu'on traite face à la santé, qu'on traite mal, puis vous ajoutez les êtres humains qui sont maltraités face à la santé. Effectivement. Il y a un contrôleur au niveau de la maladie. Le contrôleur, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce qui nous touche ici, c'est la Corporation professionnelle des médecins du Québec, effectivement. Ils sont à la solde des multinationales pharmaceutiques. Iriez-vous jusque-là? Disons que je ne répondrai pas à ça, à cause de mon procès qui a eu lieu le 17 mai pour la justice à Montréal. Attendez, vous avez un procès le 17 mai. À 9h30 le matin, oui. Tous les propos que Paul Gravel tient maintenant sur cette émission peuvent être retenus contre vous. Effectivement. Faites bien attention à ce que vous Je allez fais dire. attention, effectivement. Je parle lentement. C'est exact. Mais son avocat n'est pas loin, dans le coin, qui surveille tout. Hein? Je dois dire qu'au niveau de la médecine, je ne touche pas du tout au corps physique, alors je ne pratique pas un acte médical. Mais le point que je veux faire, avant de continuer au niveau de la thérapie que j'enseigne... Oui, par les couleurs. Par les couleurs, par la vibration de l'énergie, c'est que j'ai pas effectivement mis au point, mais je suis arrivé à un point qu'il y a, faut que je dise possibilité, de traiter et de renormaliser par le corps éthérique des maladies considérées incurables comme le diabète et l'asthme et des choses comme ça. Le corps éthérique, c'est pas enseigné, en tout cas dans les écoles médicales, je pense pas qu'on enseigne des cours sur le corps éthérique. Effectivement pas. On ne touche pas, on ne croit pas, on nie. Alors qu'on me foute la paix. Mais on ne veut même pas me rencontrer pour que je puisse expliquer. Et M. Augustin Roy, pour qui j'ai du respect, que j'ai essayé de rejoindre maintes et maintes fois, sans aucune réponse, j'ai même envoyé un courrier recommandé, sans aucune réponse encore une fois, ne veut même pas dépenser 1 heure de son temps pour au moins essayer de comprendre ce que j'ai à dire. Si c'est de la foutaise, si je suis un charlatan, fantastique, on va me foutre à la porte, mais si c'était vrai ce que je dis... Oui, mais il y a une chose, pour que ce soit vrai, pour que vous défendiez votre cause, il faut que vous l'ayez appliqué, que ça ait donné des résultats. Et si vous l'avez déjà appliqué, vous avez donc appliqué un acte médical? Je ne répondrai pas à cette question-là directement, mais je vais répondre indirectement. C'est que j'ai demandé à la Corporation des médecins de me faire travailler en conjoncture avec un médecin dans le bureau de leur choix et avec le médecin de leur choix pour que je puisse prouver ce que j'avance sans jamais aucune réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'homme? On se fout de l'homme et on le manipule, et c'est compréhensible. Question pouvoir, question prestige, question monétaire. Mais Paul Gravel... Comment se fait-il que le Collège des médecins vous ait actionné, vous avez un procès sur le dos? Il a fallu qu'ils vérifient que vous appliquiez des traitements. Ils m'ont mis une action par rapport que l'affichage que je mettais disait, d'après leur interprétation, que je pouvais poser un acte dont je n'étais pas apte et qui appartenait au Collège des médecins. Mais vous savez que la loi du Collège des médecins va jusqu'au point de dire que si je vous demande « Comment allez-vous, mon cher? » Je viens de poser un acte médical en demandant l'état de santé de quelqu'un. Je ne suis pas apte à le faire. Les conseils municipaux qui votent... Il ne faut pas être poli. Ben non, il ne faut pas. Hein? C'est ridicule à ce point-là. Mais les conseils municipaux qui votent la fluoration de l'eau potable dans leur municipalité, ce ne sont pas des médecins. Ils appliquent là un traitement médical parce qu'on dit que c'est pour les dents. Alors là... Alors, on fait un diagnostic. Ouais. Alors, il faudrait bannir la compagnie Citadel de ses bains, qu'elles appellent thérapeutiques. Il faudrait fermer les zoos, parce qu'on fait de la zoothérapie. C'est ridicule à ce point-là. Ah ben là, tiens, on parle des animaux avec la zoothérapie. Ça, ce serait la belle solution pour que les animaux Est-ce que je peux faire un autre point, Richard? Oui, vas-y, Paul. Quand le corps médical comprendra, en parlant comme de ce que M. Godin parlait au niveau de l'animal, quand le corps médical comprendra que l'animal fait partie d'une dimension différente de l'homme, ils les laisseront tranquilles. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Qu'ils ne viennent pas me dire que le rat a le
système d'un humain. Oui. Jacques Godin, il y avait... Fonctionnement biologique différent, ils réagissent différemment au traitement, ils ont des symptômes différents. On ne peut pas extrapoler mal à un être humain, même au point de vue de toxicité. Le métabolisme est complètement différent, c'est incroyable. Il y avait une vidéo VHS bêta qui était à la disposition de tout le monde et je pense que lorsqu'on voit votre numéro de téléphone, est-ce que le numéro de téléphone en dessous correspond à un numéro de téléphone où les gens pourraient se procurer cette vidéo? Ils peuvent le demander à ce numéro de téléphone, oui, c'est vital. Et eux, ils n'ont pas la cassette, mais ils peuvent leur dire où se procurer la cassette, oui. Bon, parfait. C'est pour ça que j'ai mis ce numéro de téléphone-là. Et s'ils veulent savoir au sujet de la marche aussi, la manifestation qui va avoir lieu le 29, ils peuvent communiquer ce numéro-là aussi. J'espère que ce sera une manifestation monstre. Monstre, mais calme. C'est monstre, j'espère. Un monstre calme. On augmente chaque année. Il y a de plus en plus de monde qui viennent. Combien il y en avait l'année dernière? Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Quelques milliers? Non, pas tant que ça. Non. 300 peut-être. C'est minime. Mais les gens ont été... que les gens y aillent avec leur animal, ceux qui ont un chien, un chat, on évite ça parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur la douleur animale. Ce qu'on va attirer, c'est l'attention sur la fraude de la vivisection. La fraude de la vivisection qui dit que avec les animaux, en faisant l'expérience des animaux, on peut traiter les êtres humains. Et c'est faux. Mais c'est faux parce que ça fait des années qu'on fait... Moi, on est tous conditionnés comme ça. À partir du moment où on est très jeune, on dit... Moi, je disais, bon, mais les animaux, il faut qu'ils fassent des expériences dessus. Ils ne souffrent pas. Il faut des expériences pour faire trouver. Alors, mais quand j'ai vu une photo une fois d'un chat qui est pris dans un appareil stéréotaxique. C'est un appareil qui vaut à peu près 7 000 à 8 000 $, qui sont des appareils très dispendieux au laboratoire, et qui ont des tiges de métal ici, des tiges de métal en dessous. Ils coupent la colonne vertébrale pour pas que ça bouge derrière. Et ils mettent des électrodes dans la tête. Et des fois, ils enlèvent les yeux puis ils mettent des crochets pour pas que l'animal bouge. Alors, à ce moment-là... Il est toujours vivant. Il est toujours vivant parce que des fois, on fait des expériences sur la douleur pendant ce temps-là. Comme en art dentaire à Toronto, à l'université, ils placent des chats comme ça. Alors, ils ont buriné les dents après, faire des trous dans les dents, mais ça, c'est sans anesthésie. À froid. À froid, faire des trous dans les dents. Ils placent des fils d'argent dans les dents. Ils font passer des chocs électriques pour voir la vitesse à laquelle la douleur peut se propager des dents au cerveau. À quoi ça peut vous servir? Moi, le chat n'est pas comme moi. Pas comme un chat, vous n'êtes pas comme un chien. Dans ce film, on voit aussi on fracasse des crânes de singes sur la question de la résistance de certains produits. Et on dit la forme du crâne de singe et même pas la forme du crâne de l'être humain. Donc, il n'y a aucun rapport là. Aucun rapport. D'autant plus, les expériences étaient faites dans des mauvaises conditions. Il n'y avait pas d'asepsie. Il échappait des trucs par terre. Il fumait pendant les expériences qui donnaient des mauvaises indications au point de vue tension artérielle ou des trucs comme ça. Il y a des experts qui sont venus témoigner comme quoi c'était absolument nul. Ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est en Pennsylvanie, une Head Injury Clinic. Ils ont fermé la clinique, ils ont arrêté, ils sont excusés. Ils ont dit, on s'excuse, on ne devrait pas faire ça. Ces pauvres singes, il y avait 7-8 fractures en l'espace de 10 mois. Là-dedans, c'était effrayant de voir ces trucs-là. On a fermé la clinique. La personne, c'est Margaret Heckler qui a enlevé les subventions. Ils ont nommé Margaret Heckler ailleurs, ambassadeur en Irlande. Ils ont mis quelqu'un d'autre et je pense que c'est reparti. Enfin, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est recommencé. Alors, je veux dire... Ici, au Québec même... Ça se fait des expériences atroces. Au Québec, la même chose qu'ailleurs. Dans les universités, dans les hôpitaux où il se fait des expériences. Il y a une compagnie qui est établie à Senneville, je crois, qui est chargée de faire toutes les expériences sur les animaux que les autres ne peuvent pas faire ou qui sont débarrassés, qui s'appelle bio, je ne suis pas trop sûr, recherche ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, les murs sont bien insonorisés les pour portes que sont personne à double tour là-dedans. Ils ne veulent pas que personne voie ce qui se passe dans les laboratoires parce que si les gens voyaient ce qui se passe, ils devraient arrêter. Ils seraient obligés d'arrêter. Il n'y aurait pas le droit de continuer. Alors, ça a leur intérêt de ne pas montrer ça, mais pourtant, c'est fait avec nos argents. C'est fait avec l'argent des contribuables. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont dépensés dans ces expériences-là. Ces millions de dollars-là, s'ils étaient dépensés pour la prévention de la maladie, on dit qu'avec la prévention de la maladie, il y aurait 80% des maladies du cœur et du cancer qui disparaîtraient. J'entends par prévention. Prévention des maladies chez les humains. Chez les humains, oui. C'est ça, justement, ça servait du biais des animaux. Ben oui, avoir un style de vie, enlever la pollution. On est pollué constamment par l'air, par l'eau, par la nourriture, et on essaie de guérir cette pollution par d'autres pollutions qui sont des médicaments, si vous voulez. C'est complètement aberrant de vouloir guérir. Alors, on crée des maladies avec la pollution, et on essaie de guérir ces maladies-là en provoquant d'autres maladies par d'autres pollutions. Mais là, on vient de déclarer que dans l'Abitibi, il y avait maintenant une épidémie de rougeole. Mais tout de suite, on a ajouté, heureusement, on a vacciné les enfants de toute la région de l'Abitibi il y a environ 3 à 4 mois.
On s'est pas aperçu qu'on l'avait déclenché, l'épidémie. Oui, mais c'est ce qui arrive d'ailleurs. La grosse malle que j'ai là, c'est des diagrammes qui montrent que j'ai pris dans le livre de Dr. Robert Sharp au début, qui parle contre la vivisection, qui condamne la vivisection, des diagrammes parce qu'on dit toujours que les vaccins ont guéri les épidémies à partir de 1800, 1900, 1800 quelques. Et c'est complètement faux, parce qu'on regarde ces diagrammes-là, les vaccins et les traitements chimothérapeutiques ont été appliqués au plus bas, quand le taux de mortalité était au plus bas de ces maladies-là. Et quelquefois, ça a été appliqué et on voit carrément la maladie qui remonte en flèche. Mais c'est absolument pas logique, mais on se défend toujours là-dessus. Et on est conditionné comme ça, en disant, c'est l'expérience animale. Parce que les vaccins ont été faits sur des animaux. C'est l'expérience animale qui a sauvé l'être humain, sauvé votre enfant. On continue de même. C'est incroyable. Le grand défenseur de cette théorie-là, c'est l'Institut Pasteur de Paris. Ah oui, oui. Oui, Imposteur de Paris. Sur la vidéo, il est bien mentionné une chose, puis ça va rejoindre aussi les propos de Paul Gravel tantôt. Ils disent ici, en traduction libre, c'est le premier film qui nous prouve que nous sommes tous les victimes d'une fraude sur la recherche des animaux. Et dans la vidéo, on rajoute que finalement, quand on veut vérifier si un produit, un médicament est vraiment efficace pour l'être humain, il faut absolument l'essayer sur l'être humain. Alors, quel être humain l'essaie? Qui est le cobaye? C'est celui qui met les pieds dans un hôpital. Ouais. C'est ce qu'on dit dans le document. Mais c'est ce qu'ils font avec des opérations aussi. Par exemple, les transplantations. La première transplantation en 1967 par Claude Bernard, son premier patient est mort au bout de 18 jours. Oui. Transplantation du cœur. Tout le monde s'est mis à faire des transplantations. On dit il faut faire des transplantations. À Stanford University en Californie, où ils sont spécialistes en transplantation, ils ont fait des transplantations pendant 9 ans sur 400 chiens. Ils ont dit OK, on attaque nos 2 premiers patients. Les 2 premiers patients sont morts. Et de choses qui ne s'étaient pas produites sur les chiens. Mais en 1983, qui était beaucoup plus tard, il y avait 65% des patients qui étaient vivants après 1 an. Donc, où on a pris l'expérience chez les humains, pas chez les chiens. Les chiens ont provoqué des accidents chez les humains. Et c'est en commençant à faire des transplantations chez les humains qu'on est arrivé à savoir quoi faire. Alors, mais c'est toujours ce qui se produit. On découvre des choses chez les humains, on va chez les animaux pour essayer de découvrir, pour savoir si ces choses-là sont très bonnes. Et ensuite de ça, on s'en va encore chez les humains et on fait des erreurs monumentales. Mais Jacques vous Godin. savez pourquoi? Oui. Oui, vas-y, Jeanne. Il y a, chez les animaux et les végétaux, une macromolécule qu'on appelle ancestrale et qui n'existe pas chez les humains. Donc cette macromolécule permet justement une certaine immunité, si vous voulez. Ouais. Et les réactions que vous avez auprès des animaux, quand on fait les expériences, ne peuvent pas justement se retrouver sur les humains puisque cette macromolécule n'existe plus. Et l'animal fonctionne collectivement. Oui. Et l'homme fonctionne individuellement, ce qui est très, très différent. C'est exact. C'est intéressant, ça. On entend votre voix, Jacques Godin, sur la traduction de ce vidéo qui a été fait d'abord en anglais. Est-ce que c'est parce que vous avez été amené à traduire le document que vous vous êtes lancé dans cette croisade? Non, ça fait déjà quelques années que je suis porte-parole pour la manifestation contre les animaux de laboratoire. Ça part du moment où je vous ai dit, j'ai vu la photo, je m'occupais des animaux en détresse avant, et j'ai vu la photo et je me suis dit, comment ça se fait que c'est là? Alors je me suis dit, même si c'est permis, on n'a pas le droit de faire ça. Et quand j'ai commencé à découvrir les choses que c'était complètement inutile, alors c'est encore pire que s'il le faisait pour des bonnes raisons. Alors, je faisais déjà ça, mais c'est un camarade qui est arrivé et dit, j'ai trouvé une cassette qui explique vraiment la fraude, toute la fraude organisée là-dedans par les chercheurs, par les organisations qui s'occupent de Téléthon, qui ramassent un tas d'argent pour guérir des maladies qui demeurent incurables et ça leur fait plaisir. Des millions et des millions qui sont ramassés pour le cœur, par exemple. On fait des recherches sur les chiens. Les chiens, il n'y a pas de plus mauvais sujet pour trouver des choses. Donc, vous êtes un anti-Téléthon pour... Moi, autrefois, j'ai fait des trucs j'ai fait des représentations pour le cancer. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai arrêté complètement. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour être le président d'une campagne contre l'épilepsie. J'ai dit à la dame, j'ai dit, savez-vous qu'ils font des expériences sur les animaux? Elle a dit non, je ne savais pas. Elle a dit, je vais appeler le médecin qui s'occupe de ça. Elle m'a rappelé après, elle a dit, oui, c'est vrai, ils font des expériences. Ils me l'ont dit, mais les animaux sont morts. J'ai dit, madame, ils ne sont pas morts. Je reçois des rapports de Life Force à Vancouver. Ils font des expériences sur des chiens, sur des singes. Ils provoquent des crises épileptiques chez les animaux.
et des symptômes d'épilepsie. Il essaie de guérir ces symptômes-là, mais la maladie, elle ne guérisse pas. Et ça ne sert absolument... C'est même des faux symptômes. Alors, mais il continue. Alors, la dame, elle ne savait même pas ça. Elle ne savait pas. Personne ne le sait, je ne la blâme pas. Alors, ça faisait un bout de temps, moi, que je m'occupais des années... Quand j'ai découvert ça, et quelqu'un m'a apporté une cassette comme ça. Il dit, j'ai découvert toute la fraude qu'il y a cachée derrière la vivisection. Il dit, c'est bien expliqué. Je regarde ça, j'ai dit, il faut absolument faire ça en français ici pour le montrer aux gens. Parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup plus de gens qui se battent contre ces trucs de laboratoire. Ils sont plus sensibilisés. Ils sont plus sensibilisés. Il n'y a plus de monde. Je ne sais pas si c'est plus actif. Ici, il y en a pas. Ça commence. Moi, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur une émission bien humble sur le câble. Parce qu'il faut brasser la conscience sociale, la conscience populaire là-dessus. Je pense que oui, il faut réveiller. Mais il y a une chose, c'est que le vidéo est violent. Hein. Moi, je sais qu'à la maison des enfants, là, il y a des scènes, il faut arrêter le vidéo parce qu'on ne recommande pas aux gens de regarder le vidéo comme si c'était même pas une partie de boxe entre deux humains. Non. Le vidéo est violent, oui, mais ils disent aux gens de se fermer les yeux, d'écouter au moins le texte. Oui, hein, le texte est très bon. Moi, ce que je me suis dit, parce que j'ai travaillé longtemps là-dessus et j'en avais des nausées, parce que quand on repasse ces scènes-là et on s'est travaillé, c'est vraiment malade. Mais il y a une chose qui me dit, c'est que c'est rien comparé aux souffrances que ces animaux-là ressentent sur les tables d'opération et d'expérience. Si eux, qui demandent la mort quand ça arrive, passent à travers ça, moi, je suis capable d'essayer de les défendre et d'avoir des nausées ou quoi que ce soit pour essayer d'arrêter ce truc. Jean Gaudin, vous me permettez de faire allusion à des souris et des hommes. Oui. Bon, vous nous avez bien marqué, en tout cas, tout le Québec. Moi, même dans la famille, il y en a qui en ont pleuré longtemps. Mais au moins, le personnage que vous incorporiez, c'était un personnage diminué mentalement. Là, oui, handicapé. Handicapé. Puis, bon... Mais dans cette vidéo-là, on voit des gens tout à fait sains de corps et d'esprit qui sont là en train d'attacher les singes, d'attacher les animaux. C'est vraiment incompréhensible. Ça provient d'un conditionnement mental que les gens ont à partir de la petite école. On fait faire de la dissection aux enfants à l'école. Pourquoi? Pour les désensibiliser. Des grenouilles, ben oui, mais au début, ils ne veulent pas. Ils deviennent complètement insensibles à tout ça. Et ça augmente petit à petit. Et ça, avec l'approbation des professeurs et des élèves autour qui disent, si tu fais pas ça, que c'était pas bon, t'es pas... Si tu veux, t'es peu heureux. C'est ça. Alors, activé par ça, parce qu'il y a Michael Grant, qui était un ancien vivisecteur au Connecticut, dans l'université, il a cessé de faire la vivisection. On lui a demandé, comment vous êtes arrivé à faire la vivisection? Il dit, comment je suis arrivé? Il dit, premièrement, c'est par l'approbation de mes professeurs qui disaient c'est une bonne chose à faire, par les élèves qui sont autour. Et il dit, comment vous avez pu arriver à faire des traitements comme ça? Il dit, c'est des choses qui arrivent petit à petit. On commence par des petites choses et on finit par en faire des grandes. C'est absolument le même principe qu'ils ont pour former des gens qui torturent en Amérique du Sud, des tortionnaires. Ils commencent par faire des petites choses, aller chercher le prisonnier, l'amener là. Après ça, ils vont aller chercher, ils vont commencer à battre un petit peu. Alors, le supérieur dit c'est une chose qui est très bonne, il faut continuer pour sauver le pays, pour faire n'importe quoi. Alors, ce procédé-là vient que ces gens arrivent à faire n'importe quoi. Ils peuvent... Bien, savez-vous que dans le document, on montre même qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais il y a une jambe humaine. Dans un sac de plastique, oui, qu'ils ont découvert dans un laboratoire, oui, qui était mêlé à des animaux, puis essaie de trouver. Moi, je me souviens que le drame de l'orage qui est passé sur l'humanité il y a quelques années avec Adolf Hitler, où on sait qu'on a utilisé certaines races comme des animaux. Ah oui, mais c'est sûr, des expériences. Donc, la morale passera à un moment donné que c'est le singe, mais il faut aussi peut-être, puis on se trouvera des sous-hommes où on fabriquera en laboratoire. Mais on commence. Vous savez, en génie génétique, là, on commence à faire des choses vraiment effrayantes. On commence à implanter des gènes chez les animaux, chez le cochon, par exemple. On veut faire des cochons beaucoup plus gros. Dans 10 ou 15 ans, on va arriver à avoir des cochons de 12 pieds de long. On va avoir des vaches de 15 000 livres. On veut arriver à ça. Et même, ils ont des souris qui sont 3 fois la grosseur normale, là. Il y a des souris qui sont arrivées à implanter des gènes 3 fois la grosseur normale. Alors, vous vous rendez où ça va, ces trucs-là? C'est ça. Alors, les farces dessinées il y a quelques années, quand tu disais, tu vas au magasin, tu commandes des cuisses de truite. Ça va peut-être devenir une réalité aussi. Mais c'est ça. C'est bien dommage. Hein? Il y a une chose, moi, je me demande, c'est que si on privatisait la médecine au Québec, les hôpitaux seraient privés. Alors, à ce moment-là, les hôpitaux auraient une meilleure clientèle par la qualité des soins qu'ils donneraient. Mais non seulement par la qualité des soins officiellement reconnus par le collège, le Saint-Collège des médecins, mais aussi, on essaierait par toutes sortes de moyens, dont les fameuses techniques de médecine douce, de soulager les gens qui entrent dans des hôpitaux privés. Et il en existe des hôpitaux privés au Québec. Sur la rue Bellechasse, il y en a un. Et à ce moment-là,
la performance de l'hôpital tient à la performance des guérisons, des soins qui sont donnés. Alors moi, je me demande si des gens comme Paul Gravel avec ses couleurs, Janine Jean avec ses techniques de santé et d'autres théories, peut-être celles de Robert Domingue qui deviendront pratiques, on n'entrera pas de pleine porte dans les hôpitaux pour se dire si on peut trouver des techniques douces et non violentes comme on peut parler ici. Ben, ça va aider à faire avancer le monde. Il y a eu des hôpitaux homéopathiques autrefois. Je ne sais pas, ici en Angleterre, il y en avait. Je me demande s'il n'y en avait pas une sur Côte-des-Neiges, l'ancien hôpital des vétérans. Là. Je me demande si ce n'était pas un hôpital homéopathique. Homéopathique. Oui. Oui, Parlant d'homéopathie, on a supposément découvert avec notre grande science que la molécule pouvait avoir une mémoire. Molécule d'eau, hein, on dit, particulièrement. Oui. La molécule. Alors, on a posé la question, est-ce que ça voudrait dire que l'homéopathie, ce serait vrai? Alors, on s'est senti à clé au mur, on a dit non, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais peut-être que ça serait possible qu'il y ait quelque chose, et on a adrillé tout ça, on n'a plus entendu parler. Bon, on a déjà reçu ici Jean Charon, le physicien bien connu, qui nous a déjà dit que dans l'atome, il y a de l'esprit. Et qui dit esprit dit à la fois mémoire, évidemment. Effectivement. Richard, je peux apporter un point? Moi, je travaille avec un bâton de couleur ici, un contenant de couleur qui est un pastel à l'huile. Je vais juste prendre 2 petites minutes. Ah non, pas de problème. C'est juste que tes propos peuvent être utilisés contre toi. Mais Richard, il n'y a pas un être intelligent sur la Terre qui peut concevoir qu'avec un bâton de couleur, que je puisse faire quelque chose sur un corps physique. Il faut que ça vienne de quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qu'un pastel à l'huile qui sert à dessiner. Il faut que ce soit une vibration qui soit utilisée et que le transfert soit fait à un niveau différent que le corps physique. Il n'y a que la corporation médicale qui peut arriver avec un point comme celui-là pour m'accuser, moi. Pourquoi? On sait pourquoi. C'est parce que je commence à les chatouiller un petit peu, à les fatiguer un peu. Mais je dis à ces messieurs de la corporation que, malheureusement, au Québec, il commence à être trop tard. On est exactement 288 présentement qui travaillent avec la vibration de la couleur. 287 cachés dans le garde-robe et moi. Ils ont eu une pétition de 89 000 noms au gouvernement pour dire il faut maintenant prendre au sérieux les techniques de médecine parallèle. On regarde toutes vos couleurs. Les couleurs, finalement, c'est quoi? C'est des vibrations. C'est la vibration de la couleur. Au lieu d'avoir une formule longue comme ça dans le mental, on utilise la vibration de la couleur pour faire un transfert. Si l'Hydro-Québec utilise les ondes magnétiques pour se sortir de le merdier de courant, on peut se servir de magnétisme aussi dans quelque chose d'autre, d'ondes magnétiques. Si ça existe pour l'Hydro-Québec, ça existe aussi pour l'homme. Ils se sont aperçus dans certaines cellules de prisonniers qu'en peinturant les murs en rose, les prisonniers n'avaient plus autant d'agressivité. Effectivement. C'est vrai, de toute façon. Et alors, l'agressivité, c'est quoi? C'est l'adrénaline, c'est quelque chose organique, mais elle est provoquée par une action strictement vibratoire des couleurs. Absolument. Donc, il y a quelque chose qui a du sens dans votre... On vous demandera des nouvelles de votre procès qui se tient à quelle date? Le 17 mai, au Palais de justice de Montréal. Ah, s'il y a des gens qui veulent aller vous supporter avec des pancartes? Je le demande pas. Mais s'il y en a qui ça leur intéresse de savoir ce qui va se passer là-bas, ils sont bienvenus. C'est à 9h30 à la salle 414. Mais je ne dis pas où c'est et pourquoi. Et je ne veux pas que les personnes viennent par rapport que je demande qu'ils viennent, non. Bon, en tout cas... C'est comme la marche de M. Godet. Est-ce qu'on peut dire bonne chance? Effectivement, mais si le public ne se lève pas et ne fait pas de pression au niveau gouvernemental, il ne se passera absolument rien parce qu'au niveau corporatif, il y a beaucoup trop d'argent impliqué dans ça. Ça ne bougera jamais. Bon, remarque, devant tes propos, Paul, il y a rien qu'une chose qui nous manque comme élément de vérification. Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous êtes qualifié ou est-ce que vous vous êtes dit qualifié comme ça? Là? Je me tue à essayer, en passant par la corporation, d'avoir une vérification. Une reconnaissance officielle. Si je suis un charlatan, qu'on m'accuse de charlatanisme, mais qu'on ne m'accuse pas de pratique illégale de la médecine, et si c'est vrai ce que j'avance, ça sera un pas extraordinaire de fait au niveau de la science. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas un sou. D'ailleurs, j'ai eu un contact avec M. Jutra de la corporation, qui est le conseiller juridique, il est bien gentil, mais il émet des mandats, il ne peut pas m'aider du tout sur ce point-là. Il m'a dit, M. Gravel, au niveau de la science, ça coûte beaucoup trop cher pour que vous puissiez apporter vos demandes et qu'on les étudie. J'ai dit, M. Jutra, tout est fait. Ce que je demande, c'est de le mettre sur la table et j'ai besoin de votre aide. Il faudrait que vous le pratiquiez, savez-vous, sur des animaux. Hein? Si c'est pas douloureux, ça va. Un homme intelligent... Mais encore là, on a encore une preuve. Comment on pourrait vérifier la réaction d'un animal? On pourrait peut-être le vérifier. Oui, j'ai travaillé sur mon cheval qui a été condamné, qui devait mourir, qui devait être tué dans l'espace de 6 mois. Ça fait 3 ans, puis il est toujours sur 4 pattes.
Effectivement, on ne peut pas dire que l'animal avait confiance en moi, oui, en tant que maître, mais il ne comprenait pas du tout ce que je faisais. Il y avait un os de retourner au niveau de la patte et son os, présentement, est replacé. Il fonctionne sur ses 4 pattes. C'est pas une médecine violente, en tout cas. Ce n'est pas une médecine. C'est un travail qui se fait au niveau du corps éthérique. C'est très, très différent au niveau énergétique. Ouais. C'est très différent. Et par transposition, à cause de l'intelligence cellulaire avec sa connexion avec l'éther, qui se transpose au niveau du physique, c'est de cette manière que le travail se fait. Bon, il y a quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu autour de la table, c'est Robert Domingue, là. Ben oui, mais c'est les fameux sels minéraux, ça c'est votre spécialité. Vous avez réussi à découvrir que l'utilisation des sels minéraux, dans certains cas, peuvent agir sur le corps physique, sur le corps psychologique ou... Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plutôt une relation entre l'utilisation des sels biochimiques puis la structure de l'énergie en acupuncture. Là, ça m'a fait comprendre, justement, Il y a 12 méridiens principaux en acupuncture. 12 méridiens, Il y a 12 sels biochimiques. On est toujours aux 12. Aux 12. Ouais. Les 12 apôtres de Jésus. Les 12 tribus d'Israël. Avec le yin puis le yang, là, Oui. que tu as en acupuncture, si tu les superposes, tu crées l'étoile de David. En plaçant les méridiens et avec la relation des sels, c'est ça. Pour moi, je l'enseigne, je l'ai vérifié par l'astrologie, je l'ai vérifié par d'autres méthodes. J'ai été plus du côté ésotérique que du côté médical. Mais vous ne donnez pas de traitement, là. Ah non, non, non. Là, les traitements, là, c'est... Non. Il n'en est pas question. Mais est-ce que vous pouvez aider un médecin ou le conseiller? Ce serait peut-être la meilleure méthode pour ces gens qui ont des médecines parallèles, de s'acoquiner avec un ou deux médecins qui, dans leur sous-sol, feraient des recherches qui ne seraient pas douloureuses pour personne, qui feraient avancer la science médicale. Peut-être avec les jeunes médecins. Oui, avec un médecin intelligent, oui. Il y a Les jeunes médecins. de plus en plus de médecins qui font de l'homéopathie, par exemple. Oui, effectivement. J'en vois un, Les jeunes moi. médecins Oui. sont plus ouverts aux médecines C'est ça. parallèles que les anciens à l'heure actuelle. Parce qu'il y a un paquet de médecins, j'ai vu des résultats d'enquête qui ne savent même pas ce que c'est que la médecine parallèle, la médecine douce, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la nutrition non plus. Non, vous savez. Ils ne l'ont pas appris. Ils l'ignoraient. Ils ont posé des questions, puis ils ne savaient pas ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait, ils ne savaient pas. Ils savaient pas. Janine Jean, vous avez une grande nouvelle à nous apprendre parce que la semaine dernière, l'émission s'est terminée avec une révélation d'un biologiste français qui a mis au point un produit en Suisse. Et c'est un produit exceptionnel. Le docteur Raymond Bontemps nous a parlé la semaine dernière d'un produit qui est quoi finalement? Le Vitalium. Oui. Le Vitalium, c'est en fait l'ensemble uniquement des 23 acides aminés que nous avons. Et c'est un supplément alimentaire qui est dérivé animal. Oui. Est-ce qu'on fait souffrir des animaux? Non, absolument pas. Attention, c'est pas le temps. Non, on ne fait pas souffrir les animaux. Ce n'est pas fait de cette manière-là. Et c'est un liquide. Le docteur Bontemps nous disait la semaine dernière, c'est pris à partir du fœtus de veau. C'est Un l'embryon. veau. Hein. L'embryon. C'est l'embryon de veau. Et en fait, c'est fait de telle manière... Les éleveurs se sont aperçus que la viande des vaches était bien supérieure en qualité lorsque les vaches étaient engrossées. Donc, quand ils tuent les vaches pour prendre la viande, c'est parce qu'à ce moment-là, le gras de la viande est éliminé. Donc, quand ils tuent les vaches pour la viande, habituellement, le fœtus était jeté. Tandis que là, ils le récupèrent et ils tuent les bêtes avec un pistolet. Donc, elles n'ont pas de réaction comme on les tue habituellement. Et ils ouvrent immédiatement, et ils recueillent, ils prennent tout de suite le fœtus. C'est encore vivant. Oui. Hein, ça n'a pas le temps d'être tué, de mourir. Et ils font donc tout leur prélèvement avec cela. C'est bien sur sûr. le liquide autour du fœtus Oui. qui est extrait ce fameux... Non, c'est l'embryon. Hein? Oui. C'est l'embryon. Alors, c'est Alors là, c'est une grande première. On va C'est le voir à la télévision pour la première fois. C'est un produit vivant. Oui. Et qui dit vivant, ben ça ne vit pas indéfiniment. Donc, pour qu'il reste vivant, il faut qu'il soit congelé. C'est pour ça que vous l'avez dans un paquet. Justement, les macromolécules ancestrales, elles se retrouvent là-dedans. Et c'est ce qui peut donner cette vibration. Si vous voulez, c'est une vibration. Oui. Lorsqu'on prend ce produit, on doit le mettre sous la langue sublinguale. Comme ça, on voit bien. Bon, alors on voit qu'il est vraiment fondu. Là. Oui, c'est sublingual. Parce que normalement, il serait congelé là, dans la bouteille. Oui. Alors, normalement, c'est congelé. Il y a 4 bouteilles congelées. On la dégèle et on la met sous la langue. On laisse pendant 2-3 minutes
et automatiquement, ça passe directement dans le sang. On s'est aperçu que ça allait même beaucoup plus rapidement en sublingual qu'en piqûre, si vous voulez, qu'en injection. Avec les médicaments homéopathiques aussi. C'est ça, exactement, en Est-ce que c'est un sublingual. produit qui est accepté par le Collège des médecins au Québec? Est-ce que ça peut se vendre ici au Canada? C'est un produit, ben oui, mais ce n'est pas un médicament, c'est un supplément alimentaire. Oui. Ah, OK. Puisque ce sont les... Alors, c'est ce un sont supplément les... alimentaire. C'est du Beauvril. Du Beauvril. Oui, si vous voulez. Oui. Non, non. Moi, j'en prends pas, je suis végétarien. Mais c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas ça. Hein. Mais c'est l'ensemble des 23 acides aminés. C'est donc un supplément alimentaire. Tiens, je vais soulever peut-être un débat avec Jacques Godin là-dessus. Allons-y. Oui. On va croiser le fer. Oui, croisons-le. Parce que, voyez-vous, là, le végétal se nourrit de minéral. Oui. L'animal se nourrit de végétal. Il n'est pas normal que l'hominal se nourrisse d'animal. On a été éduqués comme ça. Ça fait des années qu'on dit on mange la viande, mais ça a l'air que le corps humain n'est pas fait pour manger de la viande. Nos intestins sont pas à la même longueur que ceux des animaux. Ils sont beaucoup plus longs. Les animaux, c'est beaucoup plus court. Les acides restent moins longtemps. Les animaux sécrètent énormément plus d'acide que nous pour digérer leur viande. Nous, les dents ne sont pas comme des animaux qui mangent la viande. Moi, autrefois, j'ai mangé beaucoup de viande. On a quand même 4 canines. Oui, mais qui ne sont pas tellement développés comme les animaux, comme un chien ou un loup qui cruche. Il y a des animaux énormes, comme les gorilles, qui ne mangent pas de viande, je pense. À l'occasion, oui, ils ont suivi Jane Goodall, je me souviens que... mais c'est rare, c'est rare. Peut-être quand ils sont mal pris. Mais en fait, moi... Les protéines animales, on entend souvent parler que ça prend la protéine animale. Les protéines, on en trouve dans autre chose, je veux dire. Les noix, là, les granolas. Les noix, mais il y a les légumineuses. Ça dépend des combinaisons des aliments, je pense. Ça dépend comment on combine les aliments, mais on trouve autre chose. Ah, la fameuse crème Bodwig. Oui. Alors, on peut trouver des protéines ailleurs. C'est pas nécessairement dans... Vous êtes végétarien? Attendez, mais vous êtes végétarien depuis longtemps? Ça fait à peu près 3 ans, oui. Ça se fait graduellement. Que vous portez très bien, l'esprit très clair. Bien. Je cours 3 fois par semaine, 4 fois. Je fais de la culture physique, je nage. Avec l'âge, on se porte moins bien, si vous voulez, qu'on se portait autrefois. Vous n'êtes pas macrobiotique, là? Pas encore, non. Je mange encore un peu de poisson, si vous voulez. Mais j'ai commencé lentement parce que j'ai réalisé la façon dont on élevait les veaux de lait. C'était vraiment effrayant. J'adorais le veau. Escalope de veau, j'adorais ça. Et ils sont gardés dans des boîtes de 2 pieds par 4 pieds. On les enlève 2-3 jours à leur mère. On les nourrit avec un liquide qui ne contient pas de fer, une espèce de boîte avec du lait en poudre. Et ils sont dans le noir. Ils restent là pendant 3 mois, je pense. Ils peuvent plus se lever, ils peuvent plus se retourner. C'est vraiment lamentable de voir. Je pense que c'est pas une façon de traiter les animaux. Les veaux étaient beaucoup mieux quand ils marchaient dans le champ, quand ils étaient avec leur mère. En plus, ça, c'est bourré d'antibiotiques, de c'est produits sûr que chimiques. Là, étant végétarien, vous êtes conforme avec votre philosophie qu'on n'utilise pas les animaux pour les faire souffrir et qu'on n'utilise même pas les animaux pour les manger. Ouais. Mais c'était pas pour ça que j'ai arrêté de manger de la viande. Parce que j'ai... Justement pour... Mais là, si vous êtes dans les végétaux, on relance... Oui, mais attention. Oui. Vous parlez justement de protéines, mais vous savez bien que dans les protéines animales, et en particulier dans la viande rouge, vous avez de la vitamine B12 qui est indispensable pour la formation des globules rouges. Comment compensez-vous? Il y a sûrement moyen de compenser. Je suis encore vivant, puis je vis encore longtemps. Oui, mais il y a 3 ans que vous avez fait ça. Oui. Mais si vous le faisiez pendant des années et des années, je vois régulièrement des personnes qui sont anémiées, qui justement manquent de B12 et qui sont extrêmement fatiguées. Et... Même j'ai pas fait de recherche, mais sûrement dans l'aloe vera. Alors, justement... On le retrouve dans les végétaux, mon cher, dans l'aloe vera. On ne le retrouve pas dans les végétaux. Il n'y a qu'un seul végétal au monde qui contienne de la B12 et en quantité suffisante justement pour l'être humain, c'est l'aloe vera. Ah oui. Mais dans les autres végétaux, vous n'en trouvez pas. J'en ai une plante chez nous, j'en mange des morceaux de temps à autre. Ben voilà, c'est ça. Oui, c'est que vous en aviez peut-être besoin, instinctivement, vous êtes allé là. C'est ça. Et c'est indispensable. Vous avez absolument besoin de B12 si vous voulez justement ne pas être anémié. Oui. Mais quand vous parliez tout à l'heure de couleurs, monsieur, il y a eu des expériences qui ont été faites, et c'est très amusant, dans une pièce où une table était dressée avec des aliments. Et on changeait les couleurs de la lumière. Et en fonction de la couleur de la lumière, vous avez sur votre corps des réactions différentes. Lorsque vous avez une lumière verte,
vous avez envie de manger, c'est vert. Jaune, on a envie de manger. Rouge, on a envie de manger. Mais lorsque c'est bleu et violet, on a envie de vomir. Exactement. Hein? Ça vient au cerveau. Ah, ça a une influence sur le cerveau. C'est de toute façon, quand vous avez un plat qui est bien présenté, ça fait toujours envie de le manger. Quand vous avez un enfant qui n'a pas envie de manger, vous lui mettez comme ça dans son assiette, mais vous lui présentez, joliment présenté avec des couleurs différentes, l'enfant aura un appétit. Moi, je ne vivrais pas dans une pièce peinture en rouge. Je pourrais pas. Je me suiciderais, je pense. Et ce que Mme Jean parle, c'est que la digestion commence par la vue. Alors, si tu as une belle assiette, tu commences immédiatement à la digérer. Ensuite, si on parle d'acupuncture, le méridien qui suit, les aines du nez, les commissures des lèvres, et ainsi de suite. Alors, la digestion commence au niveau des yeux, la vue, la couleur, le bel aliment. Ben oui. Quand on voit une belle fille, hein, on la mange des yeux, on la mange des yeux. Hein? Il y a une vibration quelque part. Mais on va profiter de la présence de Jacques Godin, quand même, qui est très connu pour lui poser d'autres questions dans le domaine qui est un petit peu ésotérique. Là. Non, mais là, si vous êtes végétarien, vous savez que de plus en plus, on va irradier les aliments. Alors donc, vous allez manger du carton avant longtemps. Il n'y aurait plus de vie dans la pomme, il n'y aurait plus de vie dans le végétal que vous allez absorber. On n'est pas obligé de manger ça. J'espère qu'on va arriver à avoir autre chose. C'est pas une obligation d'éradier les aliments. Je trouve que c'est une chose affreuse à faire. C'est pour les conserver plus longtemps. Mais oui, mais on les a toujours conservés, les aliments. On les a toujours conservés, les aliments. D'ailleurs, ils vont être obligés de changer l'agriculture complètement. Et en parlait à l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Il va falloir qu'ils cessent de mettre des pesticides et qu'ils fassent une culture rotative. Parce que comme c'est là, ils sont après à empoisonner le monde. Comme j'ai dit tantôt, on empoisonne par la nourriture, par l'eau, par l'air. On est en train d'empoisonner. Il faut absolument changer, sinon c'est la fin. Et par les idées. Savez-vous que 72% de la pollution de l'eau provient de l'agriculture? Beaucoup, énormément, n'est-ce pas? Mais le problème est à l'heure actuelle la consommation. Les gens veulent manger toute l'année de tout. Oui. Ce qu'il faut, c'est des fraises au moment des fraises, des framboises au moment des framboises. À l'heure actuelle, vous avez des fraises, mais les fraises que vous avez, elles sont dures comme du bois. Pourquoi sont-elles dures comme du bois? Parce qu'elles sont cueillies vertes et elles sont rougies simplement là où on les conserve avec différents produits chimiques, des gaz qui sont insufflés là où elles sont. C'est exactement comme les oranges et les pamplemousses et les citrons. Et là, vous avez quelque chose qui est fictif, qui n'est pas réel. Donc, ce que vous apportez dans votre corps avec quelque chose qui n'est pas mûr, ben, ça ne sert à rien. Avec tous les produits chimiques. Et avec tous les produits chimiques qui sont dedans, et à ce moment-là, vous vous empoisonnez encore plus. Bon, on va faire un dernier tour de table puisqu'il nous reste à peine 5 minutes ensemble. Oui, monsieur. Mais j'aimerais même vous lancer la balle avec un sujet un peu occulte pour le moment. C'est que Jacques Godin a participé à une série de télévision qui devrait finir par apparaître sur nos écrans sur les services secrets à travers le monde. Avez-vous pas l'impression qu'à travers tout ce qu'on a dit ce soir, il n'y a pas de manipulation quelque part, qu'il n'y a pas un réseau quelque part, qui a tout intérêt à la destruction de cette civilisation? Ben, c'est-à-dire, intérêt à la destruction, non, mais ils ont intérêt à faire des sous, je pense. Pour la dominer. Ils ont intérêt à faire des sous, et les grosses compagnies, les multinationales, quelqu'un me disait aujourd'hui, dans l'élevage intensif aux États-Unis, les grosses fermes, je pense qu'il me disait qu'il y avait 3 compagnies qui avaient tout ça. Je veux dire, qui possédaient toutes les fermes, l'élevage intensif. Ah oui, bon. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui essaient... Pour les végétaux, c'est Dole, c'est Chiquita, puis c'est... l'autre, là, dans les gens sont intéressés à faire de l'argent, premièrement, et ils se foutent de la santé du monde, c'est sûr, ça. Mais c'est ces gens-là qui eux-mêmes se nourrissent mal, finalement. Ça doit, mais il n'y a pas intérêt à faire ça, parce que si vous tuez le monde, il n'y aura plus personne pour acheter des produits. Je veux dire, il va falloir que ça change à un moment donné. On est peut-être rendu trop tard, remarquez, je ne veux pas être pessimiste, mais il me semble qu'en fait de pollution, on est dépassé peut-être le 50 %, enfin, j'imagine. Et parlez-nous donc de cette série sur les services secrets. Avez-vous appris des choses extraordinaires? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Oui. J'espère que ça va passer. Vous avez entendu dire que c'était pas pour passer? À 4 saisons, l'automne prochain. Ça devait passer à l'automne. J'ai fait ça l'été passé. Et c'est une série de 6 émissions d'1 heure. Et on parle des différents services secrets dans le monde. Il y a le FBI, le KGB, service français, anglais. Et on parle de tout ce qui se passe dans ce monde-là, comment on parvient à faire assassiner des gens, les trucs qu'ils ont pour les documents, les photographies. C'est incroyable. Je regardais, il y a une caméra qui peut améliorer de 30 fois l'éclairage, 30 000 fois l'éclairage. Ils font un trou dans un mur, ils passent un tube, il y a 6 lentilles au bout de cette caméra-là, ils prennent des photos comme ils veulent, ça bouge comme ils veulent. Mais des trucs incroyables. Ils ont des appareils pour empoisonner le monde, tu sais, je veux dire. Ils rencontrent quelqu'un, puis ils plantent une chose, puis ils se sauvent, puis personne dessus. Le gars, ça le pique un peu sur la cuisse. 3 jours après, il est mort. Est-ce qu'on parle de scandale dans cette série?
série-là. Oui, bien, il y a eu beaucoup de... Oui, en Angleterre, il y a eu des scandales. Il y a des gens qui ont donné des services, des renseignements à l'ennemi. Il y en a un affreux que j'ai trouvé, par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en Russie, c'était un gars qui avait changé de côté, qui est devenu espion pour l'Angleterre. Et il est retourné après en Russie et on l'a appris en Russie pour donner une leçon aux gens. On l'a mis dans un four crématoire et on l'a fait brûler en prenant sur pellicule sa mort pour le montrer aux autres en voulant dire « faites jamais ça ». C'est-tu quelque chose d'assez épouvantable, ça? Le gars qui dit ça, c'est un espion. Il n'est pas certain que c'est vrai, mais il est presque sûr que c'est vrai. Et si on est inhumain pour les animaux, le pas est très petit pour qu'on devienne inhumain pour l'humain. C'est ce que je me dis. Si on commence à être sensible envers les animaux, à considérer les animaux, à plus forte raison, on va considérer les êtres humains. C'est un début. On a peut-être oublié ça et on est rendu à être cruel pour les humains. Maintenant, si on recommençait au début, ce serait peut-être mieux. Rappelez-nous la date et le lieu de la marche pour les gens qui sont contre l'utilisation des animaux à des fins de recherche pour les laboratoires pharmaceutiques. Le 29 avril, à 12h30, en face de l'université. J'en profite pour rendre un hommage à Jacques Godin, qui nous a quittés en 2020 et qui s'est mérité plusieurs prix au cours de sa carrière en tant qu'artiste, comédien, acteur. Ce qu'ils voudront savoir à propos de la vivisection, c'est-à-dire de la recherche animale, on va leur dire tout ça. Bravo. Alors, c'est sûr que c'est tout un débat qui va se poursuivre. J'espère qu'il va se poursuivre aussi chez vous et que ça va se propager de façon à ce que ça devienne très, très expérimenté, cet ésotérisme qui se dit expérimental ici. Merci à tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci. Oui, c'était notre table ronde aujourd'hui avec Jacques Godin. Très Je pense que c'est sûr qu'on a donné beaucoup de place à Jacques Godin. C'est rare. C'était normal, c'était naturel quand même. Oui, c'est rare qu'une personne de son calibre s'introduit dans un monde qui n'est pas habituellement le monde des artistes et des gens qui ont un rôle social très, très important déjà parce qu'ils ont une grande écoute. Et moi, je me dis toujours une chose, et puis j'ai évité de soulever ce point-là avant l'émission. Je m'étais entendu avec Jacques Godin qu'on n'irait pas trop dans les nuages ésotériques, là, parce que c'est quand même un homme, les deux pieds sur la terre. Oui. Et le drame qu'il soulève là, avec les animaux de laboratoire, c'est un drame très vécu, très réel. Ça le touche beaucoup, beaucoup. Ça le touche beaucoup, oui. Et je me dis une chose, tu sais, les extraterrestres, là. Oui. Si pour eux, on est comme nous, on considère les animaux, alors on risque gros qu'ils nous traitent comme nous, on traite les animaux. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y en a qui ne sont pas traités comme ça? Oui. Tu sais, quand on dit des fois, à un moment donné, là, le diable, il vient te tirer par les orteils, puis t'amène dans les entrailles des enfers, là, puis il te fait souffrir, tu sais. Mais on est déjà animal, nous autres mêmes. Ben oui, par rapport aux extraterrestres très supérieurs, probablement qu'ils nous considèrent comme des animaux. Il ne faut pas les mettre non plus sur un piédestal, parce qu'on a quand même quelque chose que des fois, eux autres n'ont pas, au niveau de l'âme. Oui, comme peut-être nos animaux ont quelque chose que nous autres, on a perdu. C'est ça. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Mais les animaux n'ont jamais été chassés du paradis terrestre. Ouais. Ça, c'est un petit peu... Faut aller chercher qu'est-ce qu'il y avait. Oui, mais il y a un petit peu d'ésotérisme. Il faut en mettre un peu. C'est une émission qui s'appelle l'ésotérisme expérimental. Voilà. C'est ainsi que se terminait cette émission en 1989. C'est pas d'aujourd'hui qu'on entend parler de conspirationnistes. Hein? Je pense que Dan Pilon, la semaine dernière, avait raison de dire que j'étais un des précurseurs des conspirationnistes au Québec. Oui, conspirationnistes, c'est pas ceux qui font des conspirations, c'est ceux qui analysent les conspirations. Et pour faire un complément à tout ça, en 1992, je recevais le docteur Raymond Bontemps lui-même, en compagnie de son responsable de la compagnie de Raymond Bontemps ici au Québec, M. Marc Laperle, qui nous parlait du Vitalium. Écoutons-le quelques instants, vous allez voir que c'est encore d'actualité. C'est ce qu'on peut retrouver, l'émission de 1992, version intégrale, dans le club créé du mois de juillet. Bonne écoute. Au niveau de la radioactivité, là, par exemple, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour le sida, parce que j'ai dit que ce n'est pas une solution magique, mais pour la radioactivité, nous avons des recherches démontrant très bien que nous pouvons combattre les effets de l'irradiation nucléaire.
Et ça, c'est sûr. Par reprogrammation cellulaire. En fait, par réinformation, par rephasage, les termes sont souvent discutés. On ne fera pas un cours de biologie, surtout pas énergétique ici. On n'aura pas le temps. Mais il est sûr et certain que s'il y a une chute de particules radioactives, par exemple, ou de pluie radioactive suite à un incident quelconque, moi, en tout cas, j'ai mes réserves, vous pouvez être sûr. Mais j'imagine qu'il est bien placé pour ça. Et vous pouvez être sûr que je vais en prendre, puis que je ne cesserai pas, je m'excuse, d'en prendre pour tenter d'éviter d'être irradié. Et c'est pas par la piqûre, là, c'est non, sous la langue. Sous la langue, ça va très bien. Sublingual. Je m'excuse, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui auraient des doutes, c'est leur problème. Mais quand la brique me tombe sur la tête, j'ai pas le temps de m'enlever, je vois un casque, je me le mets sur la tête et je me pose pas de questions. Surtout qu'en plus, moi je sais très bien, et on l'a déjà présenté, on a les preuves. On sait que le casque va résister. Alors c'est dit, au moins ma conscience, moi, sera tranquille de l'avoir dit cette chose-là. Avant de vous quitter, j'ai 2 points, 2 questions. La première des deux, c'est à savoir que maintenant, au Québec, il y a plusieurs produits qui semblent vouloir avoir les mêmes propriétés que le Vitalium. On nous parle d'extrait bovin aussi, de réinformation cellulaire, etc. Est-ce que vous pouvez me dire... C'est-à-dire que la réinformation cellulaire est un terme à moi. Je m'en excuse aussi. Oui. J'ai vu ça traîner dans la presse par des gens. Je ne sais pas s'ils sont vraiment habilités à parler de cela. Je voudrais bien voir leur cas clinique, oui. N'est-ce pas? Je voudrais bien voir la provenance aussi de leurs produits, ça m'intéresserait beaucoup. Je voudrais bien voir... Ah oui, parce que la provenance ne peut pas provenir d'autre chose que d'extraits d'embryons. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et au Québec, on ne peut pas en avoir. Ah non, non, non. Enfin, et en Europe, Québec, vous connaîtriez le marché, vous sauriez... Si ah ben moi, l'Europe, je la connais parfaitement. Ça reste à notre avis un peu douteux. Remarquez qu'on est dans un pays libre. De compétition. Les gens doivent compétitionner et que... Il faut le faire. Et devant le succès au Québec d'un tel produit, parce qu'il y a eu un succès. Du Vitalium. Du Vitalium. C'est bien évident que ça attire des gens qui se disent, oh, un nouveau marché qui est probablement lucratif, on va essayer d'en profiter. Accepteriez-vous une confrontation avec les gens qui font la promotion de d'autres produits? Bien sûr. Vous arrivez avec tous vos dossiers qu'on a déjà vus d'ailleurs pour voir, eux, ce qu'ils ont? Non, sans discussion. Nous, on est même au niveau des gens, on a toujours gardé ouvert et disponible, soit les analyses qui sont faites sur la propreté du produit. On a toujours gardé ouvert tous les certificats d'entrée, soit les certificats vétérinaires, les permis du ministère de l'Agriculture. Je m'excuse, mais on est propre, on n'a rien à cacher, on est prêt à le montrer à tout le monde. C'est vrai que c'est choquant et extrêmement frustrant quand on voit des gens qu'on sait ne rien connaître là-dedans, qui veulent tout simplement tenter de compétitionner avec un produit malheureusement, qu'ils disent similaire, et souvent, ils utilisent les références que nous apportons et les noms du docteur Bontemps et des références à ses recherches. Par contre, il y a des gens maintenant qui se sont rétractés dans certains magazines suite à des actions quand même qu'on a prises. On n'est quand même pas pour se laisser faire. Bon, et ça, c'est public, donc je peux en parler. Il y a d'autres gens qui, de bouche à oreille, se comparent continuellement, et même sont meilleurs et disent des mauvaises choses. Mais ça fait partie d'une compétition. Moi, je me dis que les gens seront assez intelligents pour voir comment différents produits sont présentés. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens ont assez de bon sens pour voir dans la façon dont une chose est présentée et de vérifier de toute façon et de prendre une décision par eux-mêmes. Je pense que la meilleure source d'information pour le public, ce serait par la télévision, sur la place publique, qu'on puisse voir. C'est ça, c'est comme vous voulez, bien sûr. Là, j'ai une étrange de question, c'est si les extraits bovins ne peuvent pas se faire ici au Québec et que des gens prétendraient avoir la même chose, se pourrait-il qu'ils utiliseraient des extraits d'embryons humains? Écoutez, et est-ce que ça aurait le même effet que... Voilà. Enfin, ça, c'est tellement choquant ce que vous dites là, que moi, je me refuse à le croire, n'est-ce pas? Ça a été fait en Europe, bien sûr. Ah oui? Oui, il y a des interventions très graves, n'est-ce pas, avec des embryons qui venaient de Roumanie, qui venaient des pays de l'Est, justement, n'est-ce pas, qui étaient plus ou moins sidatiques, étaient plus ou moins vraiment dans un état épouvantable. On pouvait mettre des antiseptiques dedans, ça ne tue pas tout, bien sûr, surtout les virus, il faut descendre le pH, enfin, il y a des tas de choses que nous... Même, voyez-vous,
l'homme pour l'homme est beaucoup plus dangereux que l'animal pour l'homme. Ça, c'est certain. N'est-ce pas? Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles, d'abord, ça ne fonctionnerait pas et pour lesquelles on ne le ferait jamais. D'abord, il y a une question d'éthique morale, je pense, que je n'ai pas besoin d'expliquer. La deuxième raison, c'est possibilité de transmission de tares et de maladies. De tares génétiques. Non, d'abord, ça peut être le sida. Ça peut être des hérédités de tuberculose, de syphilis. Les gens pensent que ça n'existe pas. Au contraire, si vous avez un ancêtre qui a eu la syphilis, veut pas, vous en payez un peu le prix de tout ça. La troisième raison, comment voulez-vous réinformer adéquatement une cellule avec une cellule qui est déjà désinformée? Car la race humaine est désinformée à la base. L'animal, non. L'animal est encore à la base. C'est pourquoi, par intérêt biologique, la référence la meilleure, c'est l'animal, et pas l'homme. D'ailleurs, le professeur Neveu, officiellement, annonce qu'avec certains organes animaux, nous arrivons à réinformer les organes humains. Ça, c'est officiel. Il y a très peu de temps. Dans la communauté scientifique, c'est maintenant reconnu. Il y aura sûrement une publication très officielle là-dessus. Mais ça, c'est dit. Mais nous sommes en train de la collecter, n'est-ce pas? Le docteur Leron, qui est un médecin des hôpitaux de Paris, est en train de collecter toutes les informations à ce sujet. Nous sommes des précurseurs, et comme les précurseurs sont des martyrs, nous sommes des martyrs. Tant pis. Croyez-moi aussi, d'après moi, il faut absolument être installé dans un hôpital. On sait que les avortements se font de façon assez courante dans les hôpitaux ici au Québec. Il faudrait être installé ou à l'intérieur d'un hôpital, avoir le bon contact avec un hôpital pour se procurer des embryons. Et ça, drôlement caché, vous vous rendez compte, si une chose semblable se saurait, c'est grave. Alors, nous, c'est sûr, et on pourra le garantir tout le temps. D'ailleurs, on a la paperasse nécessaire pour le garantir. Jamais, et au grand jamais, pour les 3 raisons bien précises que je vous ai données, jamais on utilisera des embryons humains. Parfait. Alors, souhaitons que les gens comprennent bien le message, malgré les annonces de catastrophes qui planent au-dessus de nos têtes, et c'est vraiment le cas de le dire. Il y a aussi des bouées de sauvetage ou des casques de sécurité, et grâce à ces messieurs qu'on a reçus il y a quelques années, on parlait du sida. Aujourd'hui, on parle de couche d'ozone, on parle de risque, encore une fois, d'irradiation par des centrales nucléaires qui pourraient mal fonctionner. Mais nous sommes déjà prévenus et nous avons déjà apporté de la main la solution. Merci beaucoup, Dr Raymond Bontemps. Merci, M. Marc Lapelle. Entre-temps, on peut mourir de d'autres choses. Ben, malgré tout. On peut mourir de rire aussi, c'est peut-être moins souffrant, mais c'est pas nécessaire qu'on va mourir de ça. Et ça, on n'en parle pas dans les journaux quand on... Non, jamais, jamais. Les embryons humains. Et c'est encore d'actualité en 2024. Dans cette émission, disponible dans le club créé pour les abonnés du mois de juillet 2024, il y a M. Michel Morin, spécialiste de Nostradamus, ainsi que des relations internationales occultes. Voici un très court extrait de ce qu'ils avaient à nous dire, encore une fois, toujours d'actualité. Vous aviez un monseigneur là qui s'appelait Marcinkus, quelque chose comme ça, oui, ça, qui était un bonhomme extraordinaire qui dirigeait les services secrets et les gardes du corps du Vatican. C'était un fier à bras, et si vous voulez, il est évident qu'il y a eu une conspiration, oui, un petit peu dans le genre de celle de JFK. Mais si vous voulez, on sait très bien comment ça roule au Vatican. Et j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Paul II parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour dormir la nuit au Vatican de nos jours, vous savez. Il faut être courageux parce qu'il sait très bien que il est à la merci de n'importe quoi. Bah, oui, oui. Bon, alors, pour en revenir à la Russie, parce que le sujet est vaste, oui. Je dirais que pour la Russie, moi, je ne retire absolument pas ce que j'ai dit. La Russie va vers une guerre civile, puisque dans le 3e secret de Fatima, il est dit que c'est par la Russie que va se régénérer le monde. Et vous trouverez dans mon livre Nostradamus, aux éditions Québécois, là, le 15 mars en librairie, un chapitre qui correspond à ce 3e secret de Fatima, et également à un interview. Il y a un interview qui a été donné, un entretien qui a été donné par Jean-Paul II à Fulda en 81, 6 mois après son attentat, quand il s'est rétabli. Et il l'a dit, l'Église, malheureusement, aura des tribulations, on ne peut rien arrêter complètement, n'est-ce pas? Et l'Église finira dans le sang. Alors quand c'est Jean-Paul II qui vous dit ça devant des journalistes, vous pouvez le croire.
Et il est évident que, vous lirez tout ça dans cet ouvrage, dans mon bouquin, c'est que j'ai consacré justement une très grande partie d'un chapitre à la mort du pape. Moi, je crois personnellement donc que la Russie ne passera pas le cap de la démocratie. On n'arrivera jamais, surtout après les 3 semaines que j'ai passées là-bas, je peux vous le dire, il y a quelque chose ici dans la tête des Russes qui ne répond plus du tout. On ne peut plus, après 75 ans de bâtons, de marteaux, n'est-ce pas, et de faucilles, vous dire, tu peux commencer à être à ton compte, tu peux faire de l'argent, puisque pendant 75 ans, on vous fusillait, monsieur, pour avoir volé 1 kilo de beurre ou 1 kilo de patates. Staline a 40 millions de morts sur la conscience. Lisez un livre qui s'appelle « Les enfants de l'Arbat » de Rybakov, qui vient de sortir en traduction française. On prenait 10 ans de camp pour avoir volé 10 kilos de patates. 1 an de camp de concentration par kilo de patates. Alors vous pouvez penser comment les Russes fonctionnent. Ils sont complètement décrochés. Et donc ils ne pourront pas aller vers une démocratie, parce que ça ne sert... Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas prêts. Ils ont eu la peur, n'est-ce pas? Alors, pendant 75 ans. Révolution sociale. Il y aura une guerre civile. Qui va dégénérer. Voilà. Comme je l'ai dit, éclatement de l'Empire soviétique. Oui. Hein, effondrement du régime, comme je l'avais écrit il y a 8 ans. Et à ce moment-là, le grand danger, c'est la guerre nucléaire. Quand vous avez 27 000 ogives nucléaires sur un territoire qui est le 6e de la planète, eh bien vous pouvez vous dire qu'il y aura des fuites. Un nouveau Napoléon russe va prendre le pouvoir en Russie, qu'est-ce que vous croyez? Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, il y a déjà des vidéos disponibles pour les mois de janvier et février, c'est complet. Mars, avril et mai, comme vous voyez, il n'y a qu'un vidéo par mois de disponible. En juin, 2 sur 3 sont disponibles. Et en juillet, il y en a un, celui qu'on a parlé aujourd'hui dans l'émission. La semaine prochaine, nous aurons Jean de Floride comme invité, probablement avec Jean-François Poulain, comme au début de nos émissions sur Internet. Ne manquez pas d'aller lire au complément surprenant les compléments ajoutés par Gilles Surprenant toutes les nuits après la diffusion du en direct du samedi soir offert gratuitement à tout le monde. C'est pourquoi je remercie tout particulièrement nos abonnés au club créé qui, grâce à leur participation financière, nous permettent de continuer à produire nos émissions offertes gratuitement tous les samedis soirs, ce qu'on appelle le Vidéorandia du samedi soir. Un pouce par en haut, très apprécié. Oui, voici en nombre nos suggestions. Et si vous avez accès à une image très claire, vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à la suggestion qu'on vous propose ici. Bon été et à bientôt.